Bienvenue à Débat de Cité MKO, espace dédié au débat, aux échanges entre citoyens sur les sujets brûlants de l'actualité de notre époque et de notre temps. Débat de Cité MKO est un lieu d'expression libre et ouvert abordant des thèmes tels que la démocratie, la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la santé et bien d'autres. Chaque débat est une plongée profonde dans des sujets d'intérêt public visant à éclairer les consciences et encourager l'engagement citoyen, personnel et volontaire. L'objectif vise à dépasser les limites politiques et partisanes en favorisant une discussion inclusive. Rejoignez-nous chaque dimanche soir de 21h à 23h GMT en direct sur X-Space, Twitter. Débat de Cité MKO, véritable contrôle et veille citoyen. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce débat de cité sur les capitaines d'industrie face à l'État en Afrique. Pour tout vous dire et en toute honnêteté, je voudrais juste, avant que ce débat de cité ne commence, je voudrais vous inviter, pour ceux qui le souhaitent, observer 5 minutes de silence pour la mémoire des soldats maliens qui sont tombés sur le théâtre et prier que cette guerre ignoble, cette guerre dévastatrice, cette guerre contre la paix, cette guerre contre la réconciliation nationale puisse trouver une issue qui nous amène forcément à la paix. Il est 21h01, on reprendra à 21h06. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour ces 5 minutes de silence en faveur de la paix, et durant la semaine à venir, nous envisagerons donc un space en faveur de la paix contre la guerre pour le Mali, pour le Burkina, pour le Niger et pour tous les pays d'Afrique qui sont en guerre et dont les populations sont éplorées justement par les conséquences négatives de cette paix. Vous voyez, c'est même plutôt difficile de prendre la parole pour parler d'autre chose, parce que lorsque on est dans des situations difficiles, c'est toujours délicat de prendre la parole, étant bien entendu que la situation est des plus difficiles aujourd'hui. Nous allons tout de même parler du sujet qui nous occupe aujourd'hui. Les capitaines d'industrie et leur sort face à l'État en Afrique. Je voulais juste rappeler que le 19 juin 2023 à Accra a eu lieu un dîner de gala organisé par Afreximbank, dont le siège est au Caire. Et à ce dîner ont assisté d'éminents dignitaires invités par la Banque africaine, justement d'import-export. Cette banque a célébré cette année de 2023 le 30e anniversaire de son existence. Pour la première fois, elle a accueilli la première édition des prix panafricains des affaires et du développement, en anglais Pan African Business and Development Awards, en association donc avec le Business Council for Africa à Accra, au Ghana. Les Pan African Business and Development Awards ont été donc conçus justement pour célébrer et reconnaître non seulement le mérite, mais aussi l'excellence d'organisations et d'individus qui se sont distingués de manière exceptionnelle dans les secteurs clés du business et de la finance en Afrique. La soirée a permis donc de récompenser des dignitaires d'entreprises africaines, au nombre desquels Aliko Dangote, qui a remporté bien évidemment le prix du fondateur de l'année d'Afreximbank, en reconnaissance bien évidemment de ses multiples, nombreuses réalisations extraordinaires
qui ont permis de créer l'un des principaux groupes industriels d'Afrique ayant une véritable empreinte panafricaine. Cette distinction fait suite à l'ouverture officielle de son usine pétrochimique de montant de 19 milliards de dollars US, qui se trouve être la plus grande raffinerie d'Afrique. Cette usine a bénéficié d'un soutien substantiel de la part de Afreximbank. À côté de Alité Dangote, il y a deux autres grands noms de l'industrie africaine, le Zimbabwéen Steve Masiyiwa et le Togolais Kofi Gervais Diondo, qui ont également été récompensés par Afreximbank pour leur contribution exceptionnelle pour le premier au commerce et à l'industrie en Afrique. Masiyiwa est bien évidemment le fondateur de Liquid Intelligent Technology, qui possède le plus grand réseau de câbles à fibre optique du continent, de Cassava Technologies et d'Econet, qui est le plus grand opérateur de télécommunications et de paiement mobile du Zimbabwe. Monsieur Diondo, pour ceux qui le connaissent, a participé bien évidemment à la création de cette aventure bancaire qui est devenue EcoBank. EcoBank, qui est le premier groupe ayant une empreinte véritablement africaine, ainsi que de la compagnie Askai, la compagnie aérienne Askai, qui transporte beaucoup de monde. Il faut savoir que l'entreprise africaine de l'année a été décernée donc à Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines est cette compagnie d'abord vieille, mais qui a connu un succès fulgurant et phénoménal, et ce succès qui illustre le meilleur de l'Afrique. Ethiopian est une compagnie aérienne rentable, surtout bien gérée, et qui a su relever le défi de la Covid en travaillant aux côtés d'Afreximbank et du CDC Afrique pour distribuer bien évidemment des équipements médicaux et des vaccins essentiels sur tout le continent. Ethiopian a tellement bien réussi qu'aujourd'hui, Ethiopian est l'opérateur technique de Askai, et la coopération entre les deux est une coopération qui se déroule très, très bien. À côté, il y a l'opérateur de télécommunications MTN et l'entreprise égyptienne El Sewidi, qui ont également reçu des distinctions spéciales dans cette catégorie. En ce qui concerne MTN, le téléphoniste a été récompensé pour avoir transformé le secteur de télécommunications en Afrique, et El Sewidi pour son rôle dans le secteur notamment des infrastructures sur le continent. El Sewidi et Afreximbank ont établi une relation solide qui a permis donc au groupe égyptien de devenir un véritable champion continental et qui a fait partie donc d'un consortium de banques africaines et d'entreprises du secteur privé qui mettent en œuvre le projet hydroélectrique Julius Nyerere en Tanzanie, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars. 3 banques africaines ont également été récompensées dans la catégorie des institutions financières de l'année. La première est la National Bank of Egypt, la deuxième est la First Bank of Nigeria, et la troisième est la Coris Bank, originaire de Burkina Faso, un acteur régional important en Afrique de l'Ouest, qui a d'abord initialement démarré au Burkina Faso et s'est étalé aujourd'hui dans une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest et bientôt au-delà. Les banques, la finance, le BTP, le pétrole, la télécommunication sont des aspects essentiels dans lesquels les Africains se sont aujourd'hui investis, se sont impliqués, ont développé leur savoir et leur savoir-faire, ont atteint des niveaux de business aujourd'hui qui les propulsent au-delà du continent sur la scène de la compétition mondiale et internationale. Une chose est de réussir
des engagements aussi importants, avec une volonté affichée et affirmée, quand on voit comment Dangote aujourd'hui a réussi à mettre en place une raffinerie d'une taille aussi importante, et que ce sont des banques africaines aujourd'hui ou des banques continentales aujourd'hui qui l'accompagnent dans le cadre de son projet. C'est aussi le cas de MTN, c'est aussi le cas de Askai. Et quand on regarde aujourd'hui la combinaison du siège de Askai et du siège d'EcoBank dans une ville comme Lomé, qui lui a donné un côté gigantesque de développement, on peut véritablement affirmer que l'Afrique, dans une certaine mesure, est en marche. Elle est d'autant plus en marche aujourd'hui qu'aucun espace ne peut être fermé ni à l'Afrique, ni aux Africains. Qu'aucun secteur d'activité ne peut se fermer ni à l'Afrique, ni aux Africains. Mais une chose est d'avoir des champions africains, des capitaines d'industrie africains. Une autre chose est que ces Africains doivent être de plus en plus présents dans des secteurs clés qui aujourd'hui améliorent considérablement la vie des Africains, le développement du continent, notamment des infrastructures et des services. L'autre sujet étant que ce développement immense aujourd'hui ne peut se faire sans les Africains. En parlant des Africains, je pense notamment à ces jeunes Africains formés en Afrique ou en dehors de l'Afrique, souvent dans des écoles, dans des universités, de grandes classes qui leur permettent aujourd'hui, eux aussi, de sortir de Polytechnique, de sortir de HEC, de sortir de nos écoles, de sortir de nos universités, pour avoir accès d'abord à des opportunités d'emploi, des emplois à la fois techniques qui nécessitent une compétence, un sérieux et un engagement. Et rien, absolument rien de tout cela ne peut se faire ni se réussir sans que le cadre ne soit tracé par nos États. Et au-delà de nos États, c'est souvent nos zones économiques, c'est souvent nos communautés économiques, c'est souvent nos unions économiques et monétaires qui doivent prendre en compte justement cet objectif de bâtir des capitaines et des grands champions, de leur donner aujourd'hui tout ce qui est nécessaire et utile pour leur développement, aussi bien dans le secteur dans lequel ils sont, et ce secteur qui a besoin d'un encadrement adéquat, le même, sans plus et sans moins que ce que peut prétendre un investisseur étranger lorsqu'il vient d'Amérique, lorsqu'il vient d'Asie et lorsqu'il vient d'Europe, par exemple. Ce cadre doit être de plus en plus réfléchi. Ce cadre doit viser l'objectif de développement du continent, mais avec les champions africains, avec les capitaines d'industrie africains. Quand on regarde aujourd'hui tous les obstacles auxquels peuvent être confrontés ces champions, qu'ils soient de petite taille, de taille moyenne ou même de grosse taille aujourd'hui, le sujet est en débat. Quand on voit les secteurs, comment ils peuvent s'ouvrir et se fermer en même temps, comme le secteur du pétrole au Bénin qui est encore centralisé. Quand on regarde aujourd'hui l'incapacité qui est perceptible dans un certain nombre de pays où il n'existe pas d'entreprise de BTP capable de dérouler 1 kilomètre de route et qu'il faut laisser encore la construction des routes à des Chinois qui sont présents sur plusieurs années, alors même que c'était d'autres entreprises françaises et européennes qui étaient là, Bouygues et consorts. Il est temps aujourd'hui que cette démarche de cadrer les choses puisse permettre à nos États, euh, euh, individuellement ou collectivement, avec ou sans lien avec des communautés régionales ou sous-régionales ou même continentales, doivent déterminer d'abord les secteurs qui sont clés dans le développement des pays et dans le développement du continent. Les secteurs clés, bien évidemment, peuvent prendre en charge les secteurs typiquement concurrentiels. Il est important aujourd'hui que le cadre de la concurrence tienne compte de la spécificité locale. Deuxième élément, au-delà du secteur concurrentiel, c'est aussi le secteur non concurrentiel qui n'est pas toujours rentable, je pense notamment à la fourniture de biens et services dans le domaine
sanitaire et de la santé publique. La construction de laboratoires de taille, la construction d'industries pharmaceutiques capables aujourd'hui de pouvoir répondre aux besoins sanitaires du continent. Et quand on a vu le désastre qui était le nôtre avec Covid et l'impossibilité justement de produire des vaccins dignes de ce nom et de les utiliser dans des conditions optimales en Afrique, excepté un pays comme l'Afrique du Sud et quelques autres, le souci majeur de la prise en charge de la santé publique est un des éléments essentiels en termes de construction d'équipements, en termes de mise en place d'installations modernes, en termes de formation de médecins, en termes de création de structures cliniques permettant aussi à des Africains de se former dans ce domaine-là, et le défi étant aujourd'hui de ramener le coût du médical à un coût plutôt raisonnable. La question de l'industrie doit appréhender d'abord les biens de consommation. Ce qui passe en premier dans le ventre des Africains doit être produit par les Africains, transformé en Afrique et faire en sorte aujourd'hui que la première consommation soit africaine. Bien évidemment, on a en face la problématique des devises. Ceci n'est pas sans difficulté, on pourrait en parler. Toute la problématique des matières premières qui sont appréhendés dans nos sols, dans nos sous-sols, dans la mer, au-dessus et en dessous, pose des problèmes tels aujourd'hui que la démarche de construction des capitaines d'industrie, des grands champions de l'économie, doit passer justement par ces secteurs-là, progressivement aux côtés d'autres et encore plus rapidement, progressivement, seul et seul dans le cadre de joint venture. Aujourd'hui, la structuration PPP doit être quelque chose de fondamental et la présence de locaux, d'Africains, aux côtés de grosses structures chargées d'assurer la raffinerie, chargées d'assurer l'extraction des mines, quelles qu'elles soient, chargées aussi de transformer le coton et toute la suite, chargées aussi de nous donner à manger, telles que des productions de riz sur des étendues agricoles relativement importantes. Tous ces besoins aujourd'hui doivent nous amener à aller au-delà de leur consommation de sardines, de conserves, alors que la sardine se trouve sur nos côtes africaines. Voilà, mesdames et messieurs, le débat. Voilà, mesdames et messieurs, le sujet. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui peut aujourd'hui nous permettre véritablement de prendre la parole ce soir pour nous évoquer notre continent et évoquer le devenir de notre continent. À côté de ces grands champions, beaucoup sont ceux qui sont menacés par des dispositifs législatifs et réglementaires désuets, sont menacés pour le fait qu'ils ne soient pas des soutiens politiques vis-à-vis des pouvoirs publics, sont menacés par des décisions abjectes au bout du compte qui font que véritablement les champions, comme on le voit ailleurs, sont amenés progressivement à se déporter de leur pays pour se transporter ailleurs. Lorsqu'on est fabricant de ciment au fin fond du Nigeria, que vous couvrez une bonne partie du besoin de consommation de ciment du Nigeria, que vous avez besoin de vous transporter, par exemple, la question fondamentale qui se pose pour passer du Nigeria au Niger, c'est la construction de la route et des infrastructures qui vont avec, que ce soit la route pour y rouler les marchandises, ou que ce soit le chemin de fer, ou que ce soit au moyen de bateaux pour relier le Nigeria à notre pays maritime. Le sujet est que rien, absolument rien ne peut se faire sans que les équipements et les infrastructures soient mis en place. La plupart de la construction des équipements et des infrastructures incombe à l'État, mais ces constructions vis-à-vis de l'État peuvent être en partie supportées donc par des grands champions, par des capitaines, qui peuvent permettre aussi de participer véritablement au développement du pays, du continent, de la région ou de la sous-région. Voilà, Amine, en ce qui me concerne, mon propos, j'imagine que tu as quelques réactions à apporter sur le sujet. J'imagine également que tu as quelques mots justement à nous dire sur le sujet, Amine. Bonsoir, maître, et merci d'avoir organisé ce space sur
sur le sujet autour du thème des entrepreneurs, donc des capitaines d'industrie africains. Tu as cité Dangote tout à l'heure, tu as parlé des Sawiris, Motsepe aussi, par exemple. Euh, il y en a beaucoup au Nigeria, il y en a beaucoup en Afrique du Sud, en Tanzanie aussi, au Kenya, en Éthiopie aussi. Tu n'as pas parlé du Cher, par exemple, qui est présent, y compris dans la métallurgie, d'ailleurs. Donc, il y en a beaucoup. Après, c'est un sujet qui est vaste. J'imagine, comme d'habitude, que nous allons disséquer la question en question. Donc, probablement, on viendra avec beaucoup de critiques sur ce qui ne marche pas et pourquoi ça ne marche pas. Mais c'est peut-être aussi l'occasion, pourquoi pas, de montrer ce qui a marché et pourquoi ça a finalement marché et pourquoi ça continue de marcher malgré les difficultés. Toute proportion gardée, hein, bien sûr, parce que entre un Dangote et un Bion, c'est clair que les deux sont des entrepreneurs, chacun d'eux opère dans son secteur, dans son pays et au-delà de son pays. Les proportions ne sont pas les mêmes. Pareil, un Motsepe, par exemple, qui est aussi dans son secteur, dans son pays, ou un Sawiris, c'est pas tout à fait la même chose que Idrissa de Coris Bank, mais ou encore N'Jondo aussi, donc qui est un peu le doyen. C'est pas tout à fait la même chose, en tout cas en Afrique sahélienne. Donc, euh, ça serait bien de d'essayer de décrire ce qui a marché et puis finalement de comprendre pourquoi ça a marché. Sans bien sûr, évidemment, on va pas faire l'économie aussi de leur histoire, des liens qu'ils ont avec les gouvernements, parce que c'est clair que Motsepe ne serait pas devenu Motsepe si en 94 il n'y a pas eu Nelson Mandela et l'ANC qui sont arrivés au pouvoir. C'est très clair que Diondo ne serait pas devenu Diondo si il n'avait pas été ministre du Commerce du père Yassimbe Yadema. Et c'est pareil pour, quoi qu'on dise, de Aliko Dangote. S'il n'y avait pas eu les Dantata et tout le réseau relationnel et tout le capital relationnel, il ne serait pas devenu ce qu'il est. Même Strive Massiwa, d'ailleurs, qui raconte souvent comme quoi il s'est fait lui-même. Bon, moi, disclaimer, je l'aime pas beaucoup. Donc, du coup, mais lui-même qui raconte souvent qu'il s'est fait lui-même, euh, il a bénéficié de pas mal de soutien, de pas mal de relations, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, et ça leur a permis de se construire, ça leur a permis de réussir. Et ça leur a permis justement d'établir de véritables empires. Des empires industriels, des empires financiers, des empires technologiques aussi. Dans les industries, nos capitaines sont présents essentiellement aujourd'hui dans le ciment, euh, dans l'agroalimentaire aussi, bien sûr. Mais dans les technologies, c'est surtout tout ce qui est fintech, mais aussi télécom, bien sûr, et puis dans la finance en général, un tout petit peu dans la chimie aussi. Et il y a des secteurs dans lesquels nous sommes totalement absents, pour des raisons évidentes. Nous ne sommes pas dans la Syrie, par exemple. Ça, c'est quand même assez incroyable. Mais en même temps, pour qui comprend ce qu'il y a dans la Syrie et ce qu'il y a de stratégique derrière, on peut aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on nous a exclus et comment est-ce que finalement nous n'avons pas réussi à y mettre les pieds. 1% seulement de l'acier produit dans le monde vient de l'Afrique et ça vient de l'Afrique du Sud, où justement il y a des usines Mittal. C'est tout. Pourtant, le fer, il est tiré d'Afrique, essentiellement. Quelqu'un faisait remarquer il y a 2 jours qu'un kilo de fer, c'est 150 dollars à peu près. Qu'une tonne de fer, c'est 150 dollars à peu près. Mais une tonne d'acier, c'est pratiquement 2500 dollars aujourd'hui. Donc, vous voyez, pourtant, l'acier, c'est 70% de fer et 30% de coque. Donc, le coque et le fer viennent aussi d'Afrique. Mais nous ne sommes pas capables de le faire et nos industriels n'ont jamais été capables de maîtriser en fait la sidérurgie et puis spécialement avoir des aciéries. Donc il y a un gros souci là. Donc il y a des choses, il y a des domaines dans lesquels nous ne sommes pas présents. Et pour terminer, moi j'aime bien l'exemple que tu as donné d'Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines, c'est un exemple typique et unique carrément dans le monde d'ailleurs,
d'une entreprise publique détenue par un gouvernement communiste. Donc la majeure partie du gouvernement éthiopien, après Haïlé Sélassié, quand ils sont passés dans le DERC, c'était communiste. Après le DERC, quand ils sont venus avec le TPLF, EPRDF, c'est encore les communistes. Mais des gouvernements communistes qui ont réussi à faire de cet outil, je pense, un joyau, une entreprise qui fonctionne selon les règles du marché, les règles capitalistes, et qui est aujourd'hui positionnée parmi les 10 meilleures compagnies ou les 15 meilleures compagnies dans le monde. Quand on dit que les compagnies africaines ne détiennent que 20% du ciel africain, en réalité, on veut dire que sur les 20%, Ethiopian Airlines maîtrise 80%. Donc carrément dans une situation de quasi monopole, et c'est très bien, parce que les autres compagnies d'État n'ont jamais réussi à faire ce qu'Ethiopian a fait. Donc ça serait bien aussi d'explorer un tout petit peu l'histoire d'Ethiopian, comment ils en sont arrivés là, et puis de prendre le contre-exemple, la Camer, qui n'a jamais réussi à marcher, ou Air Afrique, par exemple, donc, qui s'est fracassée, elle aussi, ou d'ailleurs la majorité des entreprises publiques chez nous qui n'ont pas marché. Contrairement à ces pays, l'Éthiopie, les entreprises publiques fonctionnent plutôt bien. Et ça, c'est étonnant pour beaucoup d'observateurs. Mais il y a de très bonnes raisons. J'aurai l'occasion de revenir sur ça tout à l'heure. Et puis, je suis désolé pour ma voix. J'ai voyagé pendant 21 heures, un vol de long de 21 heures. Ça m'a totalement cassé la voix. Et puis, ça m'a fait prendre une grosse grippe. Désolé. Je viens juste d'arriver ici. Et puis, j'ai pas sommeil, donc je peux parler. Merci. Merci Amine pour ces développements et surtout ces prolongements. J'ai demandé à Frau aussi de monter. Quand on parle aujourd'hui de capitaine d'industrie, de champion de l'économie Frau, il y a des secteurs dans le domaine des mines qui échappent totalement à la présence des Africains. Est-ce que c'est le cas? Si oui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour que les Africains s'intéressent dans ce secteur-là d'une part, et faire en sorte aussi qu'ils puissent disposer des capitaux importants, seuls ou avec d'autres, y compris dans le cadre de PPP par exemple, parce que quand on voit aujourd'hui le nombre de mines qui s'ouvrent et qui se ferment, et l'exploitation minière qui se fait un peu par-dessus la tête des gens, une chose est de récolter des impôts au titre de l'exploitation minière, mais une autre chose est pour les nationaux, tant qu'ils le peuvent, parce qu'ils ont les moyens physiques, techniques et puis financiers, de participer aux côtés. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup, ton doyen Amine, doyen Konaté, tous ceux que je connais sur le space. Je vais poliment refuser la question parce que j'avais une autre façon d'essayer d'aborder le sujet aujourd'hui. Et puis, enfin, je vais la reconnecter parce que je suis un petit garçon poli et j'écoute mes doyens. Mais d'abord, en fait, pour dire que je pense que c'est bien de replacer tout ce qu'on va penser, les échanges qu'on va avoir sur ce panel et sur ce space, sur les plans de la structuration des entreprises, de l'idée en fait de tout ce qui va être de la conception de l'activité en partant de l'entrepreneur, de l'activité en partant de chaînes de valeur et de filières à l'intérieur d'un pays ou d'un territoire. Donc on a plusieurs cycles au niveau des activités qui vont toucher donc de sa création, ensuite d'un cycle qui va être celui de son financement, c'est-à-dire de vraiment recouper les sources de ce qu'on peut mobiliser pour voir le projet, le mettre à jour. Ce cycle de financement doit pouvoir s'insérer dans un cycle d'investissement, de savoir ce qu'on va dépenser, où, quels sont les choix et quelles sont les conditions qui vont arbitrer mes critères d'investissement. Est-ce que c'est rentable et est-ce que c'est plus rentable de le faire dans tel ou tel territoire, dans tel ou tel secteur, dans tel ou tel type d'activité à l'intérieur d'un secteur plutôt qu'un autre, d'un cycle aussi de gestion, un cycle opérationnel, parce qu'une fois qu'on a fini d'investir, qu'on a commencé à voir son petit bébé se développer sur un territoire, il faut être capable de tenir une gestion qui soit non seulement de qualité, donc intrinsèque à l'entreprise, mais qui soit aussi compétitive par rapport aux autres, et notamment sur des secteurs qui sont de plus en plus
euh, soumis à la compétition internationale. Et ça peut être important pour nos États parce que, bien entendu, nos ressources ne sont pas illimitées et il est tout à fait important que non seulement les entreprises peut-être africaines soient privilégiées, mais qu'en plus elles soient effectivement compétitives et qu'elles proposent les meilleures prestations possibles aux consommateurs africains et puis au gouvernement aussi en tant qu'ils vont diriger une grande partie de la commande publique. Et puis derrière ce cycle opérationnel, il y a aussi un cycle stratégique qui est de savoir comme ça, dans une sorte de conjonction ou en tout cas de puzzle de structure, les activités vers lesquelles assez naturellement une société peut partir. Donc, quand on va parler de société de l'agro-industrie, ça va être de remonter toute la chaîne de valeur au niveau de la transformation ou pas. Quand on va parler de l'activité principale de tout ce qui est par exemple du ciment ou du BTP, des routes, d'aller peut-être vers la production de programmes immobiliers. Quand on va parler des banques, c'est de passer de la banque de détail à de la banque d'investissement, parfois même à des fonds un peu plus risqués, plus dédiés, etc., jusqu'au développement de marchés financiers. Donc, en ce sens-là, pour chacune des industries, chacun des promoteurs, ils font face tous à ces mêmes enjeux. Et de façon assez structurelle encore, sur la plupart des pays du continent, l'État reste tout à fait prépondérant, non seulement parce qu'il y a des déficits d'infrastructures qui sont assez importants, ces déficits d'infrastructures sont généralement arbitrées par la puissance publique, c'est elle qui va mobiliser les ressources, mais elles sont aussi arbitrées par des marchés internationaux au sens où il faut pouvoir mobiliser les financements nécessaires, il faut que l'État ait l'argent et la ressource pour pouvoir travailler. Donc, lorsqu'on a les retournements sur les marchés internationaux, l'Afrique n'échappe pas aux, 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 aux effets qu'on peut avoir sur la disponibilité de, de fonds, de possibilités de partenaires pour travailler sur des sujets en particulier ou d'avoir des retournements de valeur sur certains produits. Vous pouvez penser au pétrole, vous pouvez penser aux mines. Lorsque les cours de ces matières-là vont varier au fur et à mesure des années, certaines industries vont commencer à devenir rentables et d'autres pas. Certains projets qu'on pouvait considérer être un peu plus risqués deviennent très intéressants à aborder parce qu'on se retrouve avec des produits sous-jacents qui sont présents notamment en Afrique. On peut penser par exemple aujourd'hui à l'uranium, on peut penser aujourd'hui à l'or qui redevient une valeur refuge, vont devenir beaucoup plus intéressants à aller aborder. Donc en ce sens-là, il y a un économiste qui est assez intéressant que j'aime bien lire et regarder sur ces aspects-là, bien qu'étant financier, c'est Stiglitz. Et Stiglitz, il a abordé cette question-là sous une certaine forme de matrice qui est disponible pour les gouvernements, qui est en termes de input-output, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut mettre à l'intérieur de notre territoire et de notre économie, et à chaque sous-produit, quel impact ça peut avoir sur non seulement la stratégie qu'on veut faire aboutir, est-ce qu'on veut devenir une puissance agro-industrielle? Est-ce qu'on veut devenir une puissance minière? Qu'est-ce qu'on veut apporter comme niveau de logement à la population? Et au niveau de tout ce qu'on peut faire, comment on va privilégier certains secteurs plutôt que pas? Et donc, forcément, parce que la stratégie, elle est générale pour le pays, mais elle est particulière au vu de la limitation des ressources et des objectifs à atteindre, elle nécessite du coup d'avoir des choix qui vont être assez franc et bien entendu dans ces choix-là, c'est ce qu'on peut ressentir dans pas mal d'États qui est que certains entrepreneurs vont être privilégiés, certaines entreprises vont être privilégiées par rapport à d'autres. Ça peut se faire à travers la commande publique, ça peut se faire à travers les garanties qui sont apportées à certaines industries en particulier et tout ça se fait dans une conjonction entre ce que je vais appeler les opérateurs de l'économie réelle et puis tout ce qui est aujourd'hui de l'importance des milieux financiers qui accompagnent plus ou moins ces stratégies avec le secteur privé. Donc en ce sens-là, pour avoir des champions miniers demain, c'est en s'insérant dans tout, j'ai envie de dire, ce corpus de structuration qu'on va se situer, à savoir, il y a déjà à certains degrés des capitaines d'industrie déjà disponibles, notamment dans le secteur des BTP. Mais si vous imaginez la gestion d'une grosse carrière, lorsque vous allez avoir le gravat pour pouvoir faire travailler les centrales à béton, ces autres qui vont travailler les centrales à bitume, etc. Ils ont déjà une expérience non seulement de gestion de sites industriels lourds, et puis de gestion minière au sens propre, parce que pour moi, bon, et pas pour
moi, la nomenclature d'une carrière, c'est celle d'un site minier. Donc, il y a une capacité déjà, c'est l'expérience. C'est l'expérience non seulement pratique de certains secteurs d'activité, et puis le deuxième cas, c'est l'expérience humaine, d'avoir la ressource technique, d'avoir la ressource humaine qui peut permettre d'aller monter les projets. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, une des premières conditions qui est analysée par la plupart des banquiers qui sont prêts, en tout cas au niveau des banques d'investissement, à prendre un peu de risque ou à prendre beaucoup de risques sur un projet, c'est par la qualité de la ressource humaine qui porte le projet, par les sponsors. Donc ces sponsors-là doivent afficher des références qui sont bien souvent étalonnées au regard de ce qu'ils ont accompli tout au long de leur carrière. Bien souvent, on a aujourd'hui en Afrique déjà des directeurs techniques, des personnes, des géologues qui ont travaillé sur des projets de classe mondiale et qui n'ont absolument pas à rougir de compétences ou de concurrence avec les meilleurs ingénieurs dans le reste du monde. Il y a à travailler les questions de transfert de technologie et à partir de là, j'ai envie de dire, c'est quasiment fait. Le reste, c'est la mobilisation de financement et cette mobilisation de financement, il faut pouvoir aussi la faire et porter les stockades dans les régions et les géographies où les flux se passent. Si on va parler aujourd'hui, par exemple, particulièrement des secteurs miniers, si on n'a pas été capable d'avoir une articulation de projets en pensant à des incorporations ou des joint ventures autour des places canadiennes, autour des places australiennes, londoniennes, sud-africaines, lorsqu'on parle en Afrique particulièrement, maintenant avec tout ce qui va toucher au projet électrique à la Chine, c'est un problème. Et donc il y a une question à la fois de construction de projets, d'avoir les bonnes ressources humaines, de mobiliser les bons moyens, d'être inséré sur les marchés internationaux et inséré à la fois pour mobiliser les financements et puis pour être capable aussi de s'articuler sur la partie commerciale. Il faut bien réaliser aujourd'hui qu'une grande partie des défauts qu'on peut avoir même sur certains projets, c'est le fait d'avoir non seulement les compétences, peut-être de pouvoir mobiliser les ressources, mais d'être complètement, j'ai envie de dire, nu vis-à-vis de la stratégie commerciale, c'est-à-dire de pouvoir avoir les bons acheteurs de ton projet, en tout cas les bons acheteurs de ton minerai, de bons acheteurs de ton produit, qui vont en fait être capables de sécuriser ou de faire caution par rapport aux risques que tu peux prendre. C'est là, c'est complémentaire de l'intervention que l'État peut faire aux entrepreneurs qui sont les plus sérieux, aux entreprises qui ont aussi atteignent des effets d'échelle. Parce que si on va parler, par exemple, de projets miniers dans certains cas, si on va parler de projets industriels très lourds, si on va parler de grands projets d'infrastructure, ce ne sont pas tous les promoteurs qui sont égaux vis-à-vis de ces réalisations-là. Et à l'intérieur de ça, la stratégie, donc, pour moi, qui relève donc d'une stratégie industrielle, d'une stratégie économique privée, elle repose aussi sur le fait de se dire qu'il faut renforcer non seulement les capitaines d'industrie, mais aussi les filières pour que, au fur et à mesure que ces baleines-là se développent, il y ait les possibles potentiels champions de demain qu'on puisse faire émerger. Et là, à partir de là, on a la possibilité d'avoir demain, je pense que c'est déjà en train de se passer parce que vous avez mentionné typiquement un groupe comme Coris aujourd'hui au Burkina que j'invite tout le monde à aller regarder en termes de stratégie, de développement, d'acquisition, d'échange et de compétences qui se professionnalisent et qui sont de plus en plus capables d'aller chercher des grands groupes internationaux, des transactions avec des sociétés étrangères, avec des plateformes boursières étrangères et qui ont, je pense, vocation à se multiplier de plus en plus et en Afrique francophone, anglophone et puis dans tout le reste du continent. Merci, maître. Merci. Merci infiniment, Frau Amine. Sur le sujet, alors la question 1, c'est d'abord qu'il y ait des champions, mais les champions ne peuvent pas tomber du ciel. Il faut qu'il y ait d'abord des secteurs clés identifiés comme tels et susceptibles d'être intéressants aussi bien pour l'État en termes de perspectives de développement, de plan de développement, que de champions qui soient capables de suivre dans le domaine. Et deuxièmement, on sait, quels que soient les domaines également, que la mobilisation des fonds est un souci majeur dans notre continent. Bien évidemment, nous assistons à l'émergence de groupes bancaires beaucoup plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient hier et dont les capitaux sont détenus essentiellement par les gens en Afrique. Mais le vrai sujet reste encore la capacité de ces établissements financiers, de ces banques, d'aller dans des vraies joint ventures aujourd'hui pour prendre en charge le financement important des mines. Je vois par exemple, dans la plupart des pays, le banquier n'est pas dans la mine, il est plutôt à la périphérie de la mine
pour assurer aujourd'hui le fonctionnement normal de la mine par la mise à disposition, par exemple, de la trésorerie. Alors, c'est quand même important encore en termes de captation de devises, mais ce qui est le plus important, véritablement, c'est de mobiliser les finances pour aller en profondeur des choses, c'est d'être capable donc de maîtriser le schéma technique et technologique à ce niveau-là, et aussi de se projeter justement sur des perspectives de marché en dehors du continent. Qu'est-ce que tu en penses, Ami? Maître, déjà, tu as parlé du secteur minier et puis tu as dit le banquier n'est pas à côté de la mine. Bah, déjà, c'est pas le travail du banquier d'être dans la mine. Le banquier, lui, il finance, euh, bien sûr. Mais de prime abord, déjà, la mine en Afrique, comme d'ailleurs tout ce qui est extractif, euh, est en même temps risqué et en même temps pas très rentable aussi pour le banquier. Et pour le pays, hein, soit dit en passant, c'est rentable pour les élites, évidemment, parce que ça fait quand même beaucoup d'argent. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du fer, qui est exploité partout, mais qui n'est jamais transformé en acier, par exemple, et donc dont la tonne se vend à 150, alors que la tonne de l'acier, c'est 2500. Et que pour faire de l'acier, il faut du fer à 70%, et puis le reste, c'est de la coque. Donc, les deux sont disponibles, mais nous ne maîtrisons pas la technologie. Nous n'avons absolument pas investi dans ce secteur. Nous n'avons absolument pas investi ce secteur. Mais quand on parle d'investissement en Afrique, on parle toujours de risque, et spécialement le risque perçu. Parce que les investisseurs euh, extérieurs, étrangers, ils voient nos pays comme des régions ou des environnements à haut risque, à cause justement des instabilités politiques, des questions de conflit, et aussi des questions de sécurité. Et même si on n'a jamais eu des défauts de paiement, hein, soit dit en passant, sur tout ce qui est dette souveraine, euh, ou même dette d'affaires, en règle générale, il n'y a pas. Tu peux chercher, si tu compares l'Afrique au reste du monde, je pense qu'en termes de défauts, nous devons être à moins de 2%. Je parle sous le contrôle de Frau, qui se connaît un tout petit peu plus dans le secteur des risques, dans la matière de risque. Il n'y a pas beaucoup de défauts en Afrique. Mais quand même, il y a cette perception qui fait que bah, on considère qu'on est quand même assez risqué. Mais ça peut aussi s'expliquer parce que, au-delà des questions d'instabilité politique, l'absence d'infrastructures adéquates, ou plutôt on dit souvent les infrastructures sont inadéquates, renchérit le coût de l'argent. Le fait qu'il n'y ait pas de route. Tu parlais tout à l'heure des routes, des ports, le réseau électrique, par exemple. Ben ça va rendre les projets miniers quand même plus coûteux et plus complexes. Parce que le, le, le minier, si tu prends l'exemple de l'Afrique du Sud, le- Excuse-moi, Amine, je pense que c'est important de préciser aux gens que la mine, c'est un site industriel qui est gigantesque. Je pense que oui, justement, voilà. c'est pas un petit truc en fait. Bon, on a l'impression que c'est connu, mais si tu prends l'Afrique du Sud, Escom, les plus gros clients d'Escom, Escom, c'est le product, c'est le utility ici, donc c'est le producteur et distributeur de l'électricité. Ce sont les miniers. Donc, et pendant toute la période de la crise énergétique ici, ce qu'Escom faisait, c'était de préserver les capacités qu'il mettait à la disposition des miniers. C'est-à-dire nous, en tant qu'habitants du pays, citoyens, on pouvait nous couper le courant. Mais stratégiquement, c'était pas bon pour le pays ici de couper le courant aux miniers. Donc, bah, voilà. Maintenant, ils ont réglé le problème d'une certaine manière, mais pendant longtemps, on nous coupait le courant, mais on ne le coupait pas aux miniers. En plus, il y a des routes. Pourquoi tout le monde investit dans les mines en Afrique du Sud? Bah, on a quand même construit des routes, on a construit des ports, on a construit des chemins de fer. euh, et puis, on a fait aussi ce qu'il faut pour transformer quand même pas mal des produits de cette mine ici. Si tu ajoutes le risque de la question, le risque lié en fait au cadre réglementaire, des fiscalités qui sont souvent instables, et au fait que des capacités locales en matière technique, en matière d'ingénierie soient aussi limitées, tu comprends pourquoi le banquier est souvent assez réticent et il va mettre un premium quand même, pardon, extrêmement élevé quand il s'agit d'investir dans la mine en Afrique. Ce qui fait que les Africains qui investissent dans la mine sont très peu nombreux, à part les Sud-Africains.
qui bénéficient, je pense qu'il y a eu 2 lois en Afrique du Sud à la fin des années 90 et puis au début des années, je pense en 2006. Il faut que je revoie un tout petit peu ces 2 lois d'ailleurs, qui ont permis, justement avec le BEE, B-triple-E, aux Africains, donc aux Noirs sud-africains, d'investir aussi dans la mine et qui ont enrichi des bonhommes comme Patrice Motsepe ou même Cyril Ramaphosa d'ailleurs, soit dit en passant. Donc le cadre réglementaire les a beaucoup aidés. Et le fait qu'il y ait de l'électricité, le fait que, enfin, des infrastructures soient là, le fait que le marché financier sud-africain soit quand même assez mature, et donc on ne considère pas que investir en Afrique du Sud est un gros risque, hein. Tout le monde peut venir investir facilement. Bah, aujourd'hui, ça a permis à pas mal de bonhommes d'entrer petit à petit et puis de devenir des milliardaires grâce justement à la mine. La majeure partie des, de la fortune de Motsepe vient de la mine et une bonne partie de la fortune de Cyril Ramaphosa vient aussi justement des investissements dans les mines. Donc, alors, comment est-ce qu'on peut amener le banquier auprès de la mine? Moi, je pense que tout est question de politique publique, maître. Nous avons le chic dans le Sahel à faire de nos économies, pardonnez-moi, à les faire tenir sur un pied, en fait. Donc, au Tchad, quand on a lancé l'industrie pétrolière, l'économie du Tchad repose sur le pétrole seul. Le Niger est un bon exemple. Pendant 60 ans, son industrie repose sur l'uranium. Voilà, c'est tout. Il y a pas autre chose, hein. Le Mali, c'est aussi un autre bon exemple. Donc, les mines, et peut-être le coton à un moment, mais c'est toujours des ressources naturelles. Donc, pour que nous soyons à mesure de créer des industriels, parce que j'utilise bien le mot industriel, hein. Je ne parle pas des banquiers, moi, je ne parle pas des gens qui s'enrichissent grâce, par exemple, à la pharmacie ou en créant des banques. Ça ne change pas un pays. Ce qui change un pays, ce sont les industriels, véritablement. Donc, et il ne faut pas qu'on se fasse tromper par ceux qui disent que ouais, mais aujourd'hui en Angleterre, il n'y a pas d'industrie. Ouais, l'Angleterre est devenue ce qu'elle est grâce à ses industriels d'abord. Et il y a 30, 40 ans, elle a décidé qu'elle allait s'orienter dans les services. Tout ce que tu dis est vrai, mais c'est méchant. C'est méchant pour les banquiers. Ouais, non, le banquier, le banquier n'est pas là pour inspirer les gens, hein. Le banquier est là pour financer. C'est ça un comptable. Le métier de banquier ne doit pas être un métier inspirant, ne doit pas être un métier passionnant. Le métier de banquier doit être un métier ennuyeux. Donc, compter l'argent donné à ceux qui doivent construire l'économie. Donc, mais bon, malheureusement, aujourd'hui, en Afrique, tout le monde pense à fintech. Donc, pour avoir de véritables industriels, c'est une question de politique publique encore, maître. On ne peut pas parler de capitaine d'industrie si on n'a pas une politique publique, des politiques publiques nationales qui permettent, d'identifier 3 à 4 secteurs sur lesquels l'État va aussi investir pour que nos économies ne reposent pas sur un pied. Ça, c'est important. Euh, et puis, ce qui va avec, par la suite, comme investissement dans les infrastructures, donc que l'État soit un État capitaliste, ça c'est important aussi, parce que il doit jouer ce rôle. Aujourd'hui, j'entends de plus en plus de gens parler quand il s'agit d'électricité, de PPP, pour les routes de PPP. Je ne suis pas très favorable en fait au PPP, maître. Honnêtement, même si je travaille dans le secteur, je me rends compte après. J'ai passé beaucoup de temps. Un jour, je ferai un space d'ailleurs pour expliquer le pourquoi du comment. J'ai passé beaucoup de temps et je suis en train d'organiser un séminaire d'ailleurs début septembre sur la question où j'aurai l'occasion d'expliciter ma pensée et mon approche. Je ne suis pas très favorable pour le PPP quand il s'agit d'électricité, quand il s'agit de route, quand il s'agit de transport en fait en Afrique. C'est pas une bonne idée. Non, l'État doit s'endetter et puis investir dans ce secteur. Donc, politique publique de diversification et puis endettement de l'État pour qu'on puisse construire les infrastructures qui vont avec et par la suite, maintenant, avoir un cadre réglementaire et puis finalement
Je pense que c'est la stabilité qui nous permettra aussi de réduire le coût de l'argent et de permettre à nos industriels d'emprunter efficacement et puis d'investir, que ce soit dans le secteur de la mine. Et la mine, c'est pas simplement pour extraire, hein. Parce que si tant qu'on continuera à extraire, bah, je pense pas qu'on sera en mesure de créer de véritables industriels qui nous permettront de modifier, de transformer le pays. C'est ce que Aliko Dangote veut faire. Dangote, c'est un industriel. Mais tous ceux qui investissent dans la mine au Mali, ce ne sont pas des industriels. Ça, c'est des parasites. Merci. Non, mais tu parles de qui là par rapport à ça? Qui sont les parasites, par exemple? Tous les investisseurs africains de la mine qui ne transforment pas, ça, Oui, c'est non, du non, mais en fait, capitalisme parasitique. oui, Ah ben, d'accord. Que les parasites, là, je vois bien ce que tu dis, mais il y a quand même des vrais miniers sur nos territoires qui qui disposent. transforment. Non, il y a des vrais miniers. Aujourd'hui, toutes les compagnies minières internationales qui sont présentes Ouais, aujourd'hui. mais maître, ces compagnies internationales viennent extraire. Je te donne l'exemple de la Mauritanie. Tu fais l'extraction du fer, et la Mauritanie le vend à 150 dollars le kilo, la tonne, alors que si la Mauritanie avait investi effectivement dans la transformation dans ce secteur, en fabriquant de l'acier, elle aurait pu véritablement créer de la valeur. Donc, Mais c'est pour ça que pour moi, investir simplement dans la mine en Afrique, c'est ce qui semble être aujourd'hui promu par tout le monde. Moi, je ne peux pas faire la promotion de ce genre d'investissement. C'est promouvoir ce que moi j'appelle, si tu veux, je suis libéral, hein, c'est clair, et voire capitaliste. Mais je ne suis pas pour le capitalisme parasite, tu vois, que je vois se développer aujourd'hui à travers les miniers en Afrique. Parce qu'il n'y a pas de création de valeur. On extrait la valeur, on l'envoie ailleurs. Amine, sur ce point précisément, c'est pas seulement dans le domaine de la mine. Ils n'ont pas besoin de venir chercher le coton, qu'on leur apporte le coton à l'extérieur. Le vrai sujet est que le paravent qui est nécessaire aujourd'hui pour industrialiser dans ces secteurs clés, c'est qu'il faut que quelqu'un mobilise des quantités relativement importantes d'argent pour d'abord, financer le besoin de tout ce qui est nécessaire aujourd'hui en termes d'équipement et de machinisme. Deuxièmement, pour aujourd'hui prendre en charge la construction de la route et de l'énergie. Je ne connais aucun État aujourd'hui qui, sur la place des marchés, pourrait éventuellement récolter de l'argent à quantité suffisante aujourd'hui pour assurer ce besoin-là et s'installer dans un contexte d'industrialisation. Le deuxième élément, tu dis aujourd'hui que tu n'es pas dans le PPP. Le besoin du PPP, c'est de réunir simplement le technique et le financier par rapport à quelqu'un qui dispose d'un bien donné dont il ne peut pas transformer, si ce n'est avec l'apport de ces deux, le technique d'une part ou la techno, et puis l'argent qui est nécessaire. Alors si tu enlèves ça, que tu demandes aujourd'hui à un pays comme le Mali de prendre en charge aujourd'hui la question énergétique dans les zones minières aujourd'hui, mais je dis, ça fait 20 ans que tous les plans ont été imaginés aujourd'hui pour permettre de pouvoir mettre de l'énergie. Impossible. C'est pour ça que les mines ferment à terme, parce que c'est vraiment ce que tu dis, ces prédateurs qui viennent tirer le minerai aujourd'hui tournent le dos, ils n'ont absolument aucune espèce de regard sur le reste de la mine, parce que véritablement le temps de présence dans le cadre des mines est suffisamment important, ils ont tiré le maximum de profit à ce niveau-là. C'est d'autant plus paradoxal, et je termine là-dessus pour ouvrir la parole, justement, donner la parole à Mex et à Frau, c'est que nous nous évertuons aujourd'hui à mettre en place des conventions d'établissement hyper favorables à tout point de vue, au plan juridique, au plan financier, au plan fiscal, au plan douanier, à tout point de vue aujourd'hui. Mais en définitive, on récolte quoi? On récolte juste des droits de douane en termes d'impôts, et puis des impôts directs ou indirects. Point à la ligne. Justement, maître, si tu permets, avant que les autres ne prennent la parole, Mmh. c'est parce que nous pensons simplement à des solutions en termes d'offres de facilité. Nous ne réfléchissons pas de manière holistique. Et la mine et le pétrole, ce sont de très bons exemples. Donc, chaque fois qu'on veut se lancer dans l'exploitation, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est comment faciliter la vie aux investisseurs. Il ne nous vient pas à l'idée comment utiliser, par exemple, la mine pour euh, nous industrialiser, je veux dire. Tu vois, ou comment utiliser le pétrole pour enclencher un processus d'industrialisation, voire un processus de diversification de l'économie. Donc, nous restons bloqués sur, si tu veux, ce qu'on nous vend hein, en général, parce que souvent c'est à Washington
qu'on te vend ce genre de prêt-à-penser, tu le vois, on te dit, écoute, pour attirer... je dis quelque chose. Je rentre de d'ici. On était en pleine négociation de la Goa. Et c'est exactement ce que j'ai constaté. Donc, renégociation pour la reconduction de la Goa. Donc, où tu vas voir des gens dire, bah écoutez, désormais la Goa va concerner les mines. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour faciliter la vie aux investisseurs qui viendront investir dans la mine, sachant que le minerai doit être transporté et transféré aux États-Unis. Parce que les États-Unis ont un besoin quand même extrêmement important en ce moment et violent de minerais stratégiques. C'est pour ça qu'ils ont ouvert la Goa aux mines, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, les bonhommes dans les pays sont désormais en train de s'activer pour savoir, il faut trouver un local qui veut travailler dans les mines, parce que les Américains disent, voilà, c'est ça la condition. Allez voir USGFC qui va venir mettre l'argent. USGFC va vous dire, voilà, j'ai fait un due diligence du pays. Donc voilà ce qui vous manque du point de vue juridique, du point de vue fiscal, du point de vue réglementaire, du point de vue sécuritaire. Mettez ça et puis moi je mets l'argent. On reçoit l'argent, on creuse, on extrait, on transporte. Donc on n'est pas dans une réflexion holistique pour se dire, voilà, écoutez, on va extraire. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir utiliser cette ressource pour diversifier notre économie et pour éventuellement accélérer, commencer un début d'industrialisation quelque part. Donc, ce que tu dis est tout à fait vrai. Quand tu dis on a bénéficié de rien, pourquoi? Parce que justement, notre approche a toujours été d'offrir des garanties à des investisseurs sans réfléchir sur ce que nous devons faire, tu vois, de notre propre ressource. Donc, on n'a pas d'approche holistique. Et c'est le cas de beaucoup de pays. Moi, je l'ai vu là pendant 2 jours. C'est quand même, c'est extraordinaire. Mais bon, cette fois-ci, au moins, on est capable de dire aux gens, c'est pas comme ça. Et puis, on a le temps de réfléchir pour que ça puisse changer, quoi. C'est ce que je pense. En espérant que cette fois-ci, peut-être, ça sera différent. Très bien. Je donne donc la parole à Mex qui l'a pas pris. Ensuite, Frau. Mex. Bonsoir, chers amis. Ça n'étonnera personne. Moi, je suis un libéral, mais un libéral qui est conscient de l'importance stratégique du rôle de l'État dans l'économie et dans le développement de la société. Je souscris entièrement à ce que Amine vient de dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous mets au défi, tous sur ce space, de me montrer un seul exemple de pays qui s'est développé sans le rôle stratégique d'un État qui a fixé des priorités, qui a su utiliser les taxes ou Est-ce que tu es les anti-PPP incitations. aussi? Est-ce que tu es anti-PPP? Ou tu es Je contre suis, le PPP? je suis complètement contre les PPP. Moi, je suis Et anti-PPP, maître, je le répète oui, d'accord. encore. Non, j'ai rectifié, Amine. J'ai Non, mais, rectifié. non, Il n'est non, pas mais, favorable. Attends, non, mais, Amine n'est pas favorable au PPP. moi non Et plus. Amine, non, tu as dit que tu es contre. Tu es totalement contre. Quel est Oui, le véhicule que tu utilises alors pour y arriver? Parce que tu dis que il faut les taxes, il faut ceci, cela. Or, tu sais que les taxes sont insuffisantes pour entreprendre des projets, Maître notamment dans le domaine Konaté, industriel. Maître Konaté, est-ce que vous savez pourquoi il y a eu la crise violente qu'il vient d'y avoir au Kenya? Parce que 80% des Kenyans payent les taxes et les impôts. Donc, quand vous touchez aux taxes et aux impôts au Kenya, ça touche 80 à 90% des gens. Quand vous les augmentez au Burkina, au Mali ou au Niger, ça touche 20% des personnes. Et ça change tout. Vous comprenez? L'État du Japon a un taux d'endettement de 266% du PIB. 266% du PIB. Et ça va continuer à augmenter. D'accord? Il y a des investissements lourds que seul l'État peut, dans lesquels seul l'État peut s'engager. Le Oui, mais problème qu'on a dans nos il pays, s'engage comment? Il s'engage comment sur la base de quoi? mais je vous ai donné tout à l'heure l'exemple du Kenya. Non, mais C'est- euh, excuse-moi, Maître Max, Konaté, Maître Konaté. Juste pour comprendre. D'abord, la population du Kenya, bien que payant l'impôt,
la population qui paye est infinitésimalement zéro par rapport aux besoins réels. On a affaire à des vrais citoyens fiscaux qui payent la quote-part d'impôt qui est à leur charge, ce qui n'est pas le cas vers chez nous, mais en définitive encore, on sait que la population assujettie au paiement de l'impôt est très peu énorme d'une part, et d'autre part que la charge fiscale qui est sur leur tête est quasi nulle. Ce n'est pas sur ça que l'on peut tabler pour aller dans des projets de prise en charge de politique énergétique en vue de financer l'industrie minière, par exemple. Et pourtant, Maître Konaté, le budget d'un État, c'est pas comme le budget d'un ménage. Il y a une continuité de l'État. Le problème qu'on a en réalité, c'est qu'il n'y a pas de continuité de l'État chez nous et qu'il y a une patrimonialisation de l'État dans nos pays. C'est ça le vrai problème. Vous savez, j'aime beaucoup la citation de Angela Davis qui dit que être radical, ça veut dire tout simplement s'attaquer au problème à la racine. Le problème que nous avons, c'est que nos États ne sont pas des vrais États. Je vous ai donné l'exemple du Japon. Le Japon a zéro ressource naturelle. Le Japon a un environnement géographique et physique les plus terribles du monde. Mais le taux d'endettement du Japon est de 266% du PIB du Japon et il est encore en train de croître. Pourquoi on continue à prêter au Japon? Parce qu'il y a une continuité de l'État et parce qu'ils ont une économie diversifiée. Mec, je ne suis pas sûr du tout que ce que tu dis soit véritablement percutant. Tu ne peux pas d'abord comparer le Japon à nos pays, premièrement. Non, mais Le Japon, je ne non, compare pas. c'est pas une Je question rappelle de, juste, de continuité de l'État, c'est d'abord une question de capacité financière d'une part, d'organisation budgétaire d'autre part, et puis surtout Maître Konaté, c'est de que vous ne projection dans comprenez des domaines pas. clés. Oui. Maître Konaté, c'est que vous ne comprenez pas. C'est que la capacité de l'endettement de l'État dépend de la continuité de l'État et de la stabilité politique. Bon, écoute, un spécialiste de finances publiques, oui, mais stabilité, je veux bien. Un spécialiste de finances publiques nous dira un peu sur ces sujets-là, mais je Mais pense que tu vas, moi, je vous dis que la capacité d'endettement de l'État dépend de la stabilité politique et de la continuité de l'État. Regardez la raffinerie de Dangote. Quel est le problème? Dangote a lancé son projet sous Boari, qui est son ami. Donc, on est tous des Africains entre nous, on ne va pas se raconter d'histoire. Il y a eu un plan de commissionnement dans lequel le régime Boari a eu sa part. Noubou arrive. Son clan n'a pas eu sa part dans le plan de commissionnement initial. bon, Le mais problème ne va pas plus loin que ça. oui, bon, mais C'est réduire à ça ça notre aussi, problème. bon, Quand il y aura une continuité de l'État, quand il y aura des États stratèges qui fixent des caps, qui fixent des priorités et qui décident euh, de faire des incitations pour soutenir certains domaines, les États n'auront aucun problème pour faire les investissements que seul l'État peut faire. très bien. Mec, reste avec nous s'il te plaît. Frau prend la parole. Il y a de nouvelles personnes qui ont demandé la parole. Frau. Oui, je vais pas dire que je suis contre les PPP parce qu'il faut équilibrer la discussion ce soir. Elle est intéressante. Mais en fait, maître, quand même, je rappellerai, je dirais comme ça que par définition, le mécanisme du PPP est là pour compenser les failles de l'État vis-à-vis de la mobilisation de ressources financières, notamment la mobilisation de ressources légales et puis techniques quand il y a la façon de construire les projets les plus stratégiques. Donc, à la racine, comme dit Mex et Amine, je suis d'accord avec ça, c'est important de construire la sortie d'un arrimage au PPP. C'est-à-dire que concrètement, si on va voir des États qui doivent continuer de se développer et aborder les sujets les plus stratégiques, il faudrait qu'ils puissent le faire sur leur propre portefeuille, sans avoir à être forcément constamment en dialogue avec des entités euh, privées. Ces entités privées-là ont tout un écosystème de banques de développement qui sont adossées autour, qui vont en fait faciliter
pour des privilégiés à une base très restreinte les accès au financement. Et ça, c'est une deuxième difficulté. Et le troisième point, c'est que la question du remboursement se fait aussi avec des problématiques qui ne sont pas anodines sur la question des devises. Donc, si on a un petit côté chauvin ou un gros côté chauvin, il est important de laisser les États pouvoir construire la capacité de dépenser. Et la dette, c'est un outil de dépense qui peut fonctionner. Mais cette dette-là, elle est aussi possible parce que l'État est stable. Elle est possible parce que les gens payent l'impôt. Et je pense que le fait de centrer le discours, non seulement pour les opérateurs privés et les entités publiques sur un civisme fiscal, il ne peut pas être évité aujourd'hui. On voit, je prends le cas de mon pays, l'assiette fiscale, elle touche aujourd'hui environ 14% du PIB. C'est extrêmement faible. Ça veut dire que donc à chaque fois qu'il y a de la croissance et des gains, cette croissance-là repose sur une base fiscale qui est très faible pour mobiliser les prochaines phases de développement du pays. Or, vous savez, si vous êtes dans le secteur privé, que plus un pays doit croître, plus une société même doit croître, et plus en fait, elle va drainer, avoir des besoins de financement de plus en plus importants. Donc, en fait, je souscris non seulement aux interventions d'Amine et de Nex parce que elles visent à créer les solutions pour sortir de cet arrimage-là, et puis d'avoir un État qui soit un peu plus conséquent et qui dirige les grands chantiers, que ce soit la construction de routes, que ce soit la construction des hôpitaux, des infrastructures, qui pourraient être considérées légitimement comme des infrastructures souveraines. Et puis, un troisième angle, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes maintenant qui montent, et puis je vais rendre la parole, mais un troisième angle, notamment sur le minier, euh, pour dire que de façon assez bête, hein, le potentiel minier d'un pays, il va reposer, bon, sur sa géologie, certes, et tout ça, mais il va beaucoup reposer sur les budgets d'exploration. Voilà, si tu as de grosses mines, c'est parce que des gens ont creusé et ont cherché et ont eu les budgets pour chercher. Et cette partie-là, c'est la partie la plus risquée. On peut chercher généralement dans les endroits où il y a le moins de densité possible. Donc, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de monde et il faut pouvoir donc mobiliser de la ressource et puis prendre le risque. Mais à partir du moment où on a pris ce risque-là sur l'exploration, de façon tout à fait autonome, et ça pose aussi la question de la qualité de gestion, de l'indépendance des sociétés minières nationales ou parapubliques qui pourraient s'occuper de ça. Lorsqu'on a fait ce travail-là d'exploration, lorsqu'on est titulaire de l'information, de la ressource sur là où il faut creuser, qu'est-ce qu'il faut développer aussi sur toutes les filières annexes qui vont être celles des infrastructures routières énergétiques, en fait, les partenaires miniers, les partenaires pétroliers deviennent des prestataires. Là, ils ne sont plus, en fait, à la direction des projets, mais ils deviennent des prestataires. Et à ce niveau-là, l'équilibre de la relation avec l'État peut basculer de plus en plus fortement sur la puissance publique et pas la puissance privée. Typiquement, je pense que l'un des parangons auxquels on veut arriver, c'est l'Aramco en Arabie Saoudite qui finit aujourd'hui par être l'un des premiers sociétés parapubliques et qui emploie les autres à sa guise en fonction de ses prochains développements. Et puis pour conclure, je crois justement qu'il ne faut pas renoncer à cet axe-là. Tout a été fait quand même pendant pas mal d'années pour permettre d'avoir une économie financière qui est absolument gigantesque aujourd'hui. Je pense que même quand on est dans des discussions de ce type-là, on ne réalise pas aujourd'hui totalement la force et la puissance du secteur privé, particulièrement financier. Or, ce secteur privé-là, il est dirigé à divers degrés par des personnes assez instables. Vous allez voir que les mouvements de marché reposent sur des cartographies de risques et puis sur des comportements psychologiques un peu ou beaucoup automatiques. Un État qui travaille sur des sujets longs, des États qui travaillent sur des sujets longs comme les nôtres, travaillent sur des sujets à 10 ans, 15 ans, 20 ans, parfois à 30 ans pour les futures générations. Ils ne devraient pas être exposés à une industrie qui réfléchit souvent manifestement à court et à moyen terme. Et dans ce sens-là, la base fiscale est la seule solution que je connaisse qui puisse répondre à la question. Maintenant, pour vraiment terminer, je ne pense pas qu'il faille totalement renoncer à l'outil PPP parce que sur des questions qui peuvent être un peu plus pointues, où il n'existe pas forcément
toute la capacité disponible tout de suite, et où il y a parfois aussi des sociétés qui sont structurantes, qui arrivent avec des propositions pas dans la cible tout de suite de l'État, il peut y avoir des mécanismes manifestement intéressants, notamment en termes de caution et de garantie. Et pour ça, il faut que l'État puisse y répondre et surveiller. Merci beaucoup, maître, de la parole. Et puis, voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Encore une fois, je pense qu'il n'y a pas que des pour ou des contre ou des prudents en ce qui concerne le PPP. C'est tant de véhicules comme bien d'autres véhicules qui peuvent exister dans ce domaine-là. Donc, de ce point de vue-là, la discussion n'est pas fermée du tout, elle est plutôt ouverte. Mahamadi Bagagna a demandé la parole. Oui, bonsoir. Oui, Comment allez-vous? Bon, allez-y. je suis un nouveau étudiant. Bon, je viens de rentrer de suite là. Donc, j'entends parler du PPP. Voilà, donc, je voulais bien suivre la discussion. Bon, parce que si bon, tu ne comprends même pas d'abord ce que le PPP signifie, tu ne peux même pas intervenir. Donc, je voulais bien, veuillez m'excuser, mais je voulais bien me renseigner sur ça d'abord. Ok, d'accord. Donc, vous voulez passer votre tour? Non, il demande des précisions, maître. Et c'est vrai, on a utilisé un sigle sans le définir. C'est bien de le définir. Alors, non, oui, mais même si on lui dit que c'est un partenariat public-privé, le contenu n'est pas accessible. Il dit qu'il va écouter avant d'intervenir. C'est ça, Mahamadi? Bien sûr. Bon, donc vous passez votre tour et puis vous restez avec nous, vous suivez. Et si vous Non, avez des questions, non, maître, je pense, s'il vous plaît, de ne pas forcément lui passer le tour, mais il faut définir la chose. Rapidement, Monsieur Mamadi, le PPP, le partenariat public-privé, c'est un mécanisme de construction de projet où un État va faire appel à un prestataire privé, en réalité, pour mobiliser le financement, gérer et lui recéder généralement ensuite une infrastructure qui va être clé très souvent dans les domaines infrastructures, donc type route, ça peut être des hôpitaux, ça peut être des centrales énergie, ça peut même être des projets miniers. Il y a plusieurs formes que cela peut prendre. Des formes qui sont soit des formes de purs contractants, on va dire constructeurs, on appelle ça, je crois, de mémoire, c'est le PC. Il y a des formes où on va construire, opérer l'infrastructure et ensuite transférer à l'État à un prix important ou modique. Il y a des formes où on va même faire le design de l'infrastructure, construire, l'opérer et la transférer. Il y a des formes qui sont continues. Il y a beaucoup de variations à l'intérieur du modèle. Donc, c'est une sorte de groupement à plusieurs où il y a l'État qui initie un projet, un opérateur privé, un secteur financier qui va répondre, articuler le financement et puis essayer de gérer les risques et les garanties pour tout un chacun. Est-ce que je suis à peu près clair? Oui, oui. Okay. Merci bien. Dani a la parole. Merci, Maître Konaté. C'est un sujet très, très intéressant que vous avez invité ce soir et merci de me donner la parole là-dessus. Je vais juste partager très modestement mon point de vue sur le rôle de l'État dans la promotion de l'industrialisation sur notre continent. Je pense qu'il faut dire État et collectivité, parce qu'on est quand même aussi dans un système de Très bien, décentralisation. absolument. Non, c'est plutôt à l'endroit de Frau et de Mex, l'État et les collectivités. D'accord, très bien. Donc, étant ainsi défini, je crois que aujourd'hui, quand on voit le paysage, disons, du business sur notre continent, les États qui s'en sortent le mieux en matière d'industrialisation, quand on se réfère au classement des sources les plus autorisées, l'Afrique du Sud vient en tête, l'Égypte, le Nigeria, l'Algérie, le Maroc suivent. On peut aussi ajouter le Kenya et le Ghana. Et ces pays, quand on voit leur parcours en termes de mécanismes que les États, les gouvernements respectifs ont mis en place pour susciter l'émergence de l'industrie, je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre à ce niveau. Les efforts sont consentis surtout dans le développement des infrastructures. Vous voyez, même quand on voit les ressources naturelles que nos États veulent exporter, aujourd'hui, beaucoup de pays ont des difficultés pour écouler des ressources naturelles, les produits miniers et autres, parce que les infrastructures sont encore rudimentaires dans nos pays. Il en est ainsi des routes, des chemins de fer, des ports, par exemple, qui ne sont pas aussi accessibles que ça.
Alors, les États qui réussissent donnent priorité essentiellement à des infrastructures énergétiques telles que des centrales électriques, des lignes de transmission et autres qui permettent de créer le cadre pour que l'industrialisation soit possible. Récemment, j'ai échangé avec un ami du continent nord-américain. Je lui disais, ben, écoutez, vous, pendant les 2 dernières décennies, beaucoup de compagnies américaines, européennes sont allées vers la Chine ou bien vers le continent asiatique en général et ont voulu, ce qui les a attirés, c'est la main-d'œuvre de l'Asie, hein, pour diminuer les coûts de production d'un certain nombre de produits manufacturés. Et je leur ai dit, ben, pourquoi vous ne venez pas sur le continent africain? Bon, à part les questions d'instabilité, et de corruption qui sont invoquées, et ces choses existent ailleurs également. Ils ont cité surtout le problème des infrastructures. Le deuxième aspect, ce sont les compétences disponibles. C'est-à-dire que les programmes éducatifs dans nos pays africains ne permettent pas de les doter de main-d'œuvre, de compétences techniques, de formation professionnelle pour avoir, disons, le capital humain nécessaire à que les promoteurs industriels pourraient utiliser. Le troisième défi, je crois que vous en avez parlé, j'ai pris le train en marche, c'est le rôle de l'État. L'État n'est pas un bon businessman. L'État peut créer les cadres pour que les choses marchent. Et sur le plan financier, eh ben, c'est le soutien financier et l'accès au crédit où certains États, comme vous prenez le Maroc, au cours des dernières années, le Maroc a fait beaucoup d'efforts dans ce sens-là. Il en est de même des pays qui tendent vers cela, comme le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pour parler de pays francophones. Alors, il est question à ce niveau-là d'offrir des incitations financières, hein, et il en est ainsi des allègements fiscaux, maître, je crois que vous en avez parlé, des subventions, des prêts à faible taux d'intérêt que ces États octroient. Et c'est autorisé, il faut bien le faire. Et puis, il faut élargir l'accès au crédit aux promoteurs industriels, aux entrepreneurs. Et ça aussi, c'est quelque chose que les pays comme au Kenya, la Tanzanie et autres font assez abondamment. À la différence d'un pays que je connais bien, par exemple la RDC, parfois c'est choquant de voir ce pays avec tant de potentialité, où les plus riches sont des hommes politiques, où vous ne voyez pas assez d'entrepreneurs exploiter les multitudes d'opportunités qui existent en ce moment. Une autre faiblesse de nos pays, c'est la faiblesse de la recherche et développement. Hein. Des jeunes font des études extraordinaires. Eh ben, quand ils vont, même pour des stages en Occident, ils y restent quand ils sont bons. Mais parce que au niveau de nos États, on fait tout sauf l'essentiel en matière de recherche et d'investissement. On n'investit pas dans les centres de recherche et de développement. Et c'est ça qui devrait promouvoir l'innovation et permettre à des industriels vraiment et aussi en termes de transfert de technologie, de développement et de technologies locales, par exemple. Les gens ont des idées et tout ça, mais qu'ils vendent à des promoteurs d'ailleurs. Et puis voilà. Et il y en a même qui viennent s'installer chez nous et qui rapatrient des capitaux qu'ils arrivent à développer. Donc, je crois que l'encouragement des collaborations des universités, instituts de recherche africains et autres pourraient vraiment aider les pays qui voient l'un à commencer à construire cela. Je pense que sur ce plan, en observant de près, un pays comme la Côte d'Ivoire a fait des efforts ces dernières années. Donc, vous vous rappelez, maître, de ces expériences de zones franches industrielles que certains pays ont essayé par le passé en croyant que c'était la voie pour se développer. Hein, ils ont créé des parcs industriels. C'était important, mais de plus en plus, je parle par exemple, j'étais au Congo-Brazzaville il n'y a pas si longtemps, il y a tout un département, le département le plus vaste, donc département équivalent aux régions ou provinces dans d'autres pays africains, qui va être transformé bientôt en zone économique spéciale dotée d'infrastructures spécifiques. Et là, le partenaire numéro un, c'est la Chine. Et je crois que là, il faut copier auprès de la Chine qui ressemble à plus d'un égard en termes de cheminement, la croissance économique à beaucoup d'États africains, et pas seulement la Chine, même la Corée du Sud, hein, il y a de l'Inde aussi, ce sont des références que nous pouvons, auprès desquelles nous pouvons apprendre beaucoup. Pour ne pas garder longtemps la parole, je crois qu'il y a d'autres domaines où en termes de transformation, on peut arriver à encourager l'investissement durable.
l'agrotransformation, par exemple, parce qu'il y a un marché qui est là. La CEDEAO, par exemple, pas la CEDEAO, l'ECOWAS, l'Afrique de l'Ouest, par exemple, est un marché assez intégré aujourd'hui, mais où les échanges entre les différents États ne sont pas aussi élevés et développés que ça. Donc, vous avez parlé, mais j'ai cru entendre le cadre politique et réglementaire qu'il faut encourager et faire en sorte aussi que sur le plan culturel, on puisse comprendre que promouvoir une attitude positive à l'égard de l'industrialisation de la fabrication, pour que, bon, on ne forme pas des gens, on n'ait pas de diplôme, on trouve un petit poste dans la fonction publique et on est heureux pour sa famille avec un petit salaire et puis on ne voit pas loin. Donc, je crois que tout cela participe de politiques publiques à mettre en place, de mécanismes incitatifs et puis il faut suivre ça, améliorer au fur et à mesure. Et l'État a son rôle de régulation à faire. L'État ne fera pas de business. C'est très rare les entreprises étatiques qui réussissent. Et les seuls qui réussissent sont le secteur minier, par exemple. Vous parlerez de Botswana Diamond, qui est une grande entreprise botswanaise détenue par l'État. L'OCP au Maroc, qui exploite le phosphate. Peut-être l'entreprise qui exporte le pétrole algérien. Mais au-delà de ça, les autres domaines d'industrialisation sont détenus par des privés. Et il faut de plus en plus que ceux qui détiennent le capital en Afrique investissent et aient la confiance dans le système en place. Et je crois que c'est l'avenir de l'Afrique qui y passe. Merci, maître, pour l'opportunité. Merci infiniment. Je voulais demander à Césaltine si elle est toujours là ou s'il est toujours là. Césaltine, vous avez demandé la parole, donc je vous l'ai donné une première fois. Mais là, visiblement, vous n'êtes pas là, donc je vous enlève. Et Mahamadi, à qui je voulais donner la parole pour savoir s'il avait des questions à poser, est malheureusement parti. Donc, s'il souhaite poser des questions, qu'il n'hésite pas. Sid Pawande, vous avez la parole. Bonsoir, c'est exactement ça. Alors, le précédent intervenant a dit pratiquement ce que je voulais dire, mais alors moi, ce que je voulais ajouter par rapport à ça, c'est que j'ai retenu quelque chose qui me dit que l'industrialisation en Afrique doit passer par 3 points essentiels. Pour moi, le premier point, c'est la sidérurgie. Il faut pouvoir fabriquer de l'acier. Chez nous, on ne fabrique pas de l'acier. On a la matière première pour fabriquer l'acier, mais on ne fabrique pas de l'acier. Le deuxième point, c'est l'énergie. Sans énergie, on ne peut pas s'industrialiser. Et le troisième point, c'est la formation professionnelle. Alors, je prends toujours l'exemple du Maroc parce que c'est le pays que je connais le plus. Le budget alloué à la formation, c'est 24% du budget national. Alors, dans nos pays, quel est le pays qui utilise 24% de son budget pour la formation des jeunes? Je pense qu'au Maroc, plus de 95% des jeunes sont formés ou éduqués. C'est des conditions que nous devons remplir pour pouvoir espérer un début d'industrialisation. Et il y a un petit quatrième point que je vais ajouter. Et pour que ce début d'industrialisation puisse être viable, il faut pratiquer aussi de la protection. Vous ne pouvez pas ouvrir votre marché à tout le monde et pouvoir vous industrialiser et espérer que ça puisse marcher. Je ne pense pas que le fait d'ouvrir le marché africain comme nous le faisons, je ne sais pas pourquoi nous le faisons, laisser pénétrer des produits qui viennent de la Chine, qui viennent des pays asiatiques, qui viennent de partout du monde, se déverser sur notre marché. Comment on va pouvoir s'industrialiser? Comment nos industries vont pouvoir tenir? Moi, Cher ami, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour empêcher à ces produits-là de venir nous polluer, comme vous le dites? Oui, protection, Bon. taxer. Et vous savez qu'en protection, vous êtes en totale violation des règles et des engagements que vous avez pris dans le cadre de l'OMC. Oui, justement, moi je ne pense pas que l'OMC joue pour nous, en fait. Non, mais on est membre. Oui, on est membre. Je suis d'accord. On est membre, on a pris des engagements. On ne peut pas non plus dire, tiens, tel produit qui vient de Chine
peut pas rentrer sur notre territoire, alors qu'au même moment, il n'y a pas de produit de substitut d'une part, et d'autre part que, bon, voilà, quelque part, on a quand même un engagement vis-à-vis de l'OMC, mais au-delà de l'engagement vis-à-vis de l'OMC, il y a quand même des droits de douane qui viennent là. Je pense qu'aujourd'hui, nos États doivent être suffisamment présents justement sur la régulation économique, financière et douanière pour faire en sorte d'abord, que ce soit des produits de qualité qui rentrent, parce que les produits qui rentrent aujourd'hui, la plupart polluent. Parce qu'on a un souci de pouvoir d'achat qui fait qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas dans le prix, ils sont pas dans la qualité du produit, ils sont dans le quantitatif. Plus le prix est bas, plus ils Exactement. achètent. Je pense Exactement. notamment, je vais vous donner la parole, hein, je pense notamment à tout ce qui est euh, euh, comment on dit encore, pièces de rechange technique, et notamment de véhicules. Quand vous voyez le nombre de véhicules qui explosent sur la route, c'est des vrais sujets. Donc je me demande si le sujet n'est pas ailleurs dans le domaine de la régulation via le taxe, dans le domaine de la régulation via le droit, dans le domaine de la régulation via la douane et tout ce que vous voulez, quoi. Alors, moi, je pense qu'il il y a des standards qu'on doit mettre en place pour laisser pénétrer les produits qui viennent de l'extérieur. Il faut avoir des laboratoires de contrôle, par exemple, pour les produits alimentaires qui rentrent sur nos territoires, pour contrôler ou refouler ou surtaxer des produits qui rentrent. Ah, c'est la seule condition pour que nos produits locaux puissent rivaliser. Parce que quand une industrie est naissante, euh, une- vous avez besoin de la protéger. Et si vous ne la protégez pas, les produits qui viennent par exemple de pays qui sont déjà en avance par rapport à nous, qui produisent moins cher, qui produisent en quantité, ils peuvent reverser le surplus sur nos marchés et nos industries naissantes ne peuvent pas rivaliser avec ces industries. Moi, je pense que tous les pays qui ont émergé industriellement ont pratiqué d'une manière ou d'une autre en utilisant des méthodes, ils ont utilisé de la protection, ils ont pratiqué de la protection et je pense qu'à un moment donné, nos dirigeants doivent s'asseoir et se dire euh, la condition, la condition d'aller à l'industrialisation, c'est pratiquer de la protection, former la jeunesse, euh, avoir une stratégie énergétique qui puisse alimenter nos industries. Et, et le plus important, c'est l'acier. On a des matières premières pour produire l'acier et je ne sais pas pourquoi on ne produit pas. Ah, les gens vont penser que c'est banal. Quand on pose une industrie, tant que ce n'est pas l'acier, ce n'est pas viable. On ne construit pas de grandes industries avec du béton armé, c'est de l'acier. Et Très bien. si vous achetez de l'acier de la Chine ou de l'Inde, ça vous revient plus cher que de produire localement. Merci, c'est ce que je voulais ajouter. Merci infiniment. Sid Pa Walmde, voilà. C'est ça, c'est ça. Et je vais m'exercer. Oui, Amine? Oui, moi, je voulais revenir sur la question de l'acier rapidement. Vas-y, Amine. Oui, Amine, tu écoutes, vas-y. D'accord, parce que c'est toujours un point d'étonnement de voir qu'en Afrique, malgré le fait que nous soyons de gros exploitants de fer, nous n'avons pas du tout essayé, en dehors de l'Afrique du Sud, de produire de l'acier. Mais il faut aussi reconnaître que c'est un domaine qui est extrêmement délicat. L'acier, ça semble facile à faire en fait. C'est vraiment, on dit c'est juste un alliage, parce que l'idée commune c'est que l'acier c'est juste un alliage de quoi? De fer et puis de carbone. Et ce qu'il faut c'est du minerai de fer et puis du coke. Voilà, en gros c'est les deux. Et puis il faut les mélanger. Et puis une fois qu'on les a mélangés, on obtiendrait de l'acier. Mais ce qu'on ne voit pas derrière, c'est toute la protection, en fait, dont bénéficie le secteur, ça c'est un, mais surtout l'ensemble des mécanismes que les industriels du secteur déploient pour se protéger. Ce qui fait que les technologies, en fait, de l'acier, et puis spécialement tout ce qui est utilisé dans la production, les innovations, ce sont des brevets, ce sont des droits de propriété intellectuelle qui sont extrêmement protégés. Mais vraiment, c'est protégé. Ensuite, les usines même, parce qu'on ne le dit pas aussi souvent,
N'importe quel bonhomme n'est pas s'élever pour acheter une usine et puis le construire. Si vous prenez un usinier, c'est-à-dire c'est un bonhomme qui construit des usines comme FIV est français. Leur travail, c'est de construire des usines. Donc, eux, c'est des gros constructeurs d'usines. Pour qu'ils viennent installer une usine chez vous, vu les partenariats qu'ils ont, en tout cas une aciérie, vu les partenariats qu'ils ont avec les plus gros que sont les Chinois, ensuite les deuxième plus gros, les Indiens ou les Australiens, etc., etc., ça va être extrêmement difficile. Hein, parce qu'ils ont des types de partenariats qui les obligent à protéger ce qu'ils ont déjà installé et puis à ne pas le refaire aussi ailleurs. Donc, pourquoi? Parce que la production d'acier implique des procédés aussi qui sont complexes, qui sont coûteux. Hein. Et donc, les entreprises qui réussissent à investir dans le domaine et puis à optimiser leur processus de production, bah, ils vont tout faire pour se protéger, pour empêcher que y ait d'autres acteurs qui viennent dans le secteur. Après, on me dira, oui, mais comment les Chinois ont fait pour rentrer dedans? Ce qu'on oublie, c'est que les Chinois étaient là depuis très longtemps. La première aciérie, je pense que le plus gros sidérurgiste chinois, il est né en 1903. Et le deuxième plus gros, c'était en 1915. Donc à l'époque où ces industries étaient encore plus ou moins, je disais, faciles d'accès. Aujourd'hui, le capital, l'investissement en termes de capital est énorme. Le fait que le secteur soit totalement fermé, aussi, il est vraiment bouclé. Hein. Donc, c'est extrêmement difficile de rentrer là-dedans. Il n'y a que les États qui peuvent décider d'y entrer. Ça veut dire qu'un État peut décider, effectivement, un pays comme la Mauritanie qui produit du fer, peut dire, je veux faire de l'acier sur place ici, cette fois-ci. Et donc, il peut dire, je ne vends plus tout à fait mon fer, je veux le transformer une bonne partie et je veux faire les investissements qu'il faut. Soit je m'allie avec un Chinois, l'un des deux plus grands, pour qu'il ouvre une unité ici, soit moi-même, je décide d'aller dans le secteur. Donc, il s'agit, encore une fois, d'une décision de politique publique, d'une décision qui doit être, comment dire, volontariste. Parce qu'on on ne parle jamais assez de ça en Afrique. On oublie que la politique doit toujours être volontariste quand il s'agit de développement. Si elle n'est pas volontariste, ça ne, ça ne marche pas. Tout à l'heure, Dani parlait, je termine ici, des zones économiques spéciales, qui semblent un peu revenir à la mode ces dernières années. Euh, dans les années 70, il y en avait beaucoup. On avait mieux que ça, on avait ce que j'appelle les, les zones agricoles spéciales, plus ou moins. Si vous prenez le coton, par exemple, dans les pays comme le Mali, dans les pays comme le Tchad, voire dans les pays comme le Bénin ou le Burkina, c'est un tout petit peu le concept de zone agricole spéciale, tel que certaines personnes essaient de réinventer aujourd'hui. C'était intégré. Il y avait les cotonculteurs, bien sûr. Il y avait des offices nationaux de développement rural qui s'occupaient de la formation des cotonculteurs, mais qui vendaient aussi les fertilisants, qui vendaient aussi les graines, d'ailleurs. Il y avait l'usine donc, qui achetait et puis qui transformait la fibre sur place. Une partie était exportée, l'autre partie était transformée en tissu. Une autre partie partait dans la fabrication d'huile, par exemple, ou bien de savon aussi. Il y avait un fonds de stabilisation qui était créé dans tous ces pays-là qui permettait justement, quand les cours étaient plus bas, de maintenir les prix au niveau requis, donc pour qu'il n'y ait pas de découragement de la part des cotonculteurs. Il y avait aussi des infrastructures qui permettaient de faire sortir le, le- le- les balles de coton qui étaient destinées à l'exportation, et puis d'autres infrastructures qui allaient vers les usines de tissage, donc les filatures aussi, pour les tissus qui devaient être transformés dans le pays. Et puis, il y avait des manufactures de vêtements. Et tout ça a été intégré. Hein. Mais tout ça a été rendu possible parce que au début des années 60, quand les chefs d'État, les premiers chefs d'État avaient hérité ça aussi, c'était pas aussi intégré dans les années 60 quand ils avaient hérité ça. Chacun d'eux avait une vision et puis c'était je veux être visionnaire, je veux être volontariste et je veux intégrer tout ça. Les caisses de stabilisation ont été créées dans les années 60-70. Elles n'existaient pas avant, par exemple.
Les manufactures de vêtements aussi sont venues après. Donc, c'est pareil. Une industrialisation, ça nécessite d'être volontariste. Et spécialement dans le domaine du minier, si on veut faire de l'acier, il faut vraiment qu'il y ait une décision politique, que l'État se dise, cette fois-ci, je veux le faire et c'est possible. Je veux me battre. Je veux mobiliser de la ressource pour le faire. Donc, ou bien je veux faire une joint venture. Parce que tout à l'heure, Maître, tu demandais si on enlève le PPP, qu'est-ce qui peut remplacer le PPP? Les joint ventures peuvent remplacer le PPP. En général aussi. Ça, c'est-à-dire que l'État crée les conditions et puis dit deux entreprises, une publique et une autre privée, se mettent ensemble avec un fonds souverain. Donc, on se partage les risques et puis on avance ensemble. Du coup, c'est un tout petit peu ce que le Tchad a fait dans le cadre de la raffinerie du pétrole de Germania, par exemple. C'est une espèce de joint venture. Après, ça marche bien, ça marche pas bien. Bon, il y a beaucoup de choses à reprocher du côté du Tchad ou du côté des Chinois. Mais en général, ça marche. Donc, c'était ça, ce que je voulais ajouter sur la sidérurgie et puis spécialement l'acier, en espérant que on puisse avoir un industriel africain, un capitaine d'industrie, ou alors un État qui se décide, plutôt Il y que en a, d'exporter le fer, il y en de a le une transformer sur place. Tu en dis? Algérie. Il y en a une en Algérie là, qui a ouvert récemment. Je crois que Oui. c'est Bellara, je l'ai épinglé là. Alors l'Algérie, juste pour l'info, s'est mise dans un vaste, je dirais, mouvement de diversification de son économie à travers des investissements dans les minerais, donc dans les mines. Donc c'est un plan sur 50 ans, soit dit en passant. Et moi, je fais confiance aux Algériens, là. Ils vont le faire. Oui, mais le partenariat en Algérie, c'est pas tout à fait du privé qui vient. Non, c'est du public. Voilà. Justement, Ça c'est limite. non, mais le public peut commencer, il crée les conditions pour que les privés viennent. Généralement, quand tu regardes, tout à l'heure on parlait de protectionnisme, tu sais, maître, moi je suis aussi de cette école qui dit que pour développer un capitalisme national, il faut que on soit aussi protectionniste. Donc c'est important. Et dans le cadre de la ZLECAf, justement, on peut être l'objectif de la ZLECAf, c'est être protectionniste au niveau du continent africain. Oui, non, mais On c'est crée un le marché. protectionnisme. Tout à l'heure, ce que disait notre ami du Burkina, c'était à la limite d'empêcher des produits d'arriver. Or, aujourd'hui, la protection est un levier entre les mains des pays qui ont aujourd'hui des perspectives de développement dans des secteurs donnés. Quand on ferme l'accès au pays à un produit donné, qu'on n'a pas de substitut, je ne vois pas ce que c'est que le protectionnisme à ce niveau-là. Non, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que la ZLECAf était censée créer un marché unique africain où des produits qui viendraient hors d'Afrique auraient des difficultés à entrer sur le sol africain. Donc, après, on peut discuter. Et d'ailleurs, je t'enverrai des documents là tout à l'heure. Parce qu'on a commencé une évaluation pour savoir pays par pays ce que ça va coûter pour chaque pays, etc. Voilà. Je suis intéressé aussi, doyen. Pardon? J'ai dit moi aussi, je suis intéressé. Je lève la main D'accord. pour demander. D'accord. Donc, Amine, je disais que moi, je suis pour la protection de ce côté-là. Mais bon, ça, c'est un autre débat. L'objectif ici, c'est de parler des capitaines d'industrie face à l'État. Et maître, je pense qu'à un moment, il faut accepter qu'on ait des États qui puissent faire le boulot. Or, depuis plusieurs années, les États ont arrêté de faire le boulot. Et ce que les États ne peuvent pas faire, les individus ne peuvent pas le faire. Ce que les États ne veulent pas faire, des individus ne peuvent pas le faire, malheureusement. Ils n'ont pas les moyens de le faire. Et ils n'auront pas les moyens de le faire. C'est le travail de l'État de construire des routes. C'est le travail de l'État de construire des aéroports. C'est le travail de l'État de construire des centrales électriques. Qu'il aille s'endetter pour le faire, mais il doit le faire. Et on ne peut pas aller en demandant à des privés de le faire. Ils ne pourront pas le remplacer de ce point de vue-là. Et le meilleur exemple pour moi reste encore l'Éthiopie. Sur le financement des infrastructures. Quand les Éthiopiens ont voulu financer le barrage de la Renaissance, ils ont buté sur une grosse difficulté, qui était la difficulté du financement. Personne ne voulait leur prêter de l'argent. Eh bien, ils ont lancé un emprunt obligataire. C'est
tous les Éthiopiens, quasiment 80% des Éthiopiens ont contribué au financement de ce barrage, qui est désormais opérationnel. C'est tous les Éthiopiens qui ont contribué à ces barrages. Très bien. Merci. Il va falloir qu'on ait d'ailleurs un vrai débat sur tous ces sujets-là, de manière à ce qu'on puisse encore mieux appréhender les choses de façon plus nette. Voilà, je voudrais vous dire un grand merci à vous tous, à Amine, à Frau et à toutes les personnes qui nous ont aidés justement à animer ce space. Encore une fois, on n'est pas fermé au sujet économique. Si vous avez des sujets économiques que vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir être cohorte ici. On trouvera simplement le moyen de vous mettre à côté une personne qui comprend mieux que moi les questions économiques. Donc, Amine est là, Frau est là, Lassana Gagni est là, Détouré lui-même dans une certaine proportion est là, parce qu'il comprend mieux les questions économiques que moi. Et puis, bien d'autres personnes d'ailleurs, n'hésitez pas. Cet espace n'est pas le nôtre, il est ouvert à tout le monde. Si vous avez véritablement des sujets dignes de ce nom, passez par n'importe quelle personne, y compris moi, envoyez des DM et proposez des sujets. On a besoin juste d'une thématique élaborée, de problématiques claires et d'introductions précises. Une fois que vous avez fait ça, on avance, il n'y a aucune difficulté. Donc encore une fois, merci Détouré, merci Amine, merci Frau et merci à toutes les personnes qui ont pris la parole ici. Merci infiniment et bonne soirée. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, nous vous invitons à vous abonner à notre podcast et à nous suivre sur Twitter et nos réseaux en général, ainsi que sur d'autres plateformes pour rester informés des prochains débats en live et des épisodes à venir. N'hésitez pas à partager votre avis sur l'épisode. Nous sommes toujours reconnaissants lorsque vous vous exprimez.